Nous étions en fait, hier on s'est arrêté sur la glycolyse. Donc ce premier chapitre en fait, enfin ce dernier chapitre plutôt, il parle des différentes voies et donc on a étudié la première voie qui est la voie de la glycolyse. Sur cette glycolyse, ce qu'il faut retenir, c'est le bilan, hein, diapositive 26. On voit bien qu'on part du glucose et qu'à la fin on a 2 pyruvates. Hein, ces 2 pyruvates, ils vont continuer leur parcours, hein, ils vont continuer à être dégradés si on a la présence d'O2. On avait vu aussi que quand on faisait le bilan en ATP, bah, on avait effectivement une consommation de une molécule d'ATP à la première réaction et une autre à la troisième réaction, mais qu'il y avait la synthèse de 2 molécules d'ATP à la 7e réaction et 2 autres encore à la 10e. Donc ça faisait un bilan net de 2 molécules d'ATP régénérées par transphosphorylation. On avait aussi à la 6e réaction la formation de 2 NADH+, donc 2 molécules de pouvoir réducteur. Et on sait que quand on utilise la chaîne respiratoire pour réoxyder ces 2 NADH+, ben on va pouvoir transloquer 2 fois 10 protons, ce qui va nous permettre de régénérer en tout 2 fois 3, donc 6 molécules d'ATP. Donc à la fin de notre glycolyse, on avait un bilan d'ATP qui était de 8 molécules d'ATP régénérées, 2 directement lors de la glycolyse et 6 au niveau de la chaîne respiratoire, hein, grâce à la chaîne respiratoire et à l'ATP synthase. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan? Pas de questions, d'accord. Alors, la suite en fait de la glycolyse, eh ben, enfin la suite plutôt après la glycolyse, ça va être de faire ce qu'on appelle la décarboxylation oxydative. Donc, si je prends la diapositive 29, eh ben, on est là, regardez. Hein, on est ici. Hein, on voit bien qu'on avait la glycolyse qui nous donnait à partir du glucose du pyruvate. On pourrait même mettre un 2 parce qu'on sait que c'est 2 pyruvates. Hein, et on avait la régénération de 2 molécules d'ATP et la réduction de 2 NADH+. Et ben, ce pyruvate, on voit bien qu'il va rentrer dans la mitochondrie et qu'il va subir la décarboxylation oxydative que j'ai notée. On avait dit que c'était des coenzymes. Alors, si l'ATP, le CTP, l'UTP ou le GTP étaient des coenzymes de transfert de groupement phosphate, là, on avait dit que c'était un coenzyme de transfert de groupement acyle, hein, dont le plus petit est le groupement acétyl. Alors, sur la diapositive 28, hein, ce qu'on voit, on voit en fait la formule développée. On avait vu cette diapositive-là lors de la bioche. Hein, on voit la formule développée en fait du coenzyme. Et en réalité, bah, ce qu'on retrouve, on retrouve bien un ribose auquel est associée en fait une base azotée qui s'appelle l'adénine. Et enfin, on a 3 groupements phosphates. Hein, 2 groupements phosphates qui sont liés sur le carbone 5 et un groupement phosphate qui est lié sur le carbone 3. Hein, donc, on voit bien qu'on a un ATP. Alors, un ATP un peu particulier puisque les 3 groupements phosphates sont pas les uns après les autres. Il y en a que 2. À côté de ça, bah, j'ai une molécule qui est un dérivé de la vitamine B3 et au bout desquels j'ai une fonction thiol, CSH. Et ben, cette fonction thiol, elle peut réagir avec un acide carboxylique, donc COH, pour donner du coup une liaison thioester, hein, que j'ai marqué sur la diapositive numéro 28 avec une sorte de petit zigouigouis rouge. Et cette liaison thioester est une liaison à haut potentiel d'hydrolyse puisque son hydrolyse libère 31 kJ. Alors, si je lui associe du coup un groupement CH3, CH2, N fois CO, ben ça c'est ce qu'on appelle un groupement acyle. Et le plus petit acyle, quand je mets N égale à 0, et ben j'obtiens CH3CO, c'est le groupement acétyl. Est-ce qu'il y a des questions sur cette structure de la structure qu'on avait vue justement du coenzyme A, de ce que c'est que du coup un acyle et le plus petit des acyles, l'acétyl?
Pas de question. Donc, ce que vous devez savoir, bien évidemment, c'est pas du tout la formule, mais c'est au moins l'architecture, hein. L'architecture, du coup, de ce coenzyme A. Et puis, quand il est activé, du coup, de ce que c'est qu'un acylcoenzyme A, ou plus exactement même, plutôt apprenez celui de l'acétylcoenzyme A, hein, puisque c'est celui-là qu'on retrouvera. Alors, cet acétylcoenzyme A, eh ben, il va devoir, ce pyruvate, excusez-moi, pour donner l'acétylcoenzyme A, je reviens à la diapositive 29, il va devoir rentrer, du coup, ce pyruvate, ces pyruvates, parce qu'on en a deux, hein, vont devoir rentrer, du coup, dans la matrice de la mitochondrie. C'est là où on fera la décarboxylation oxydative. Alors, pour cela, pour passer la membrane externe, il n'y a pas de souci, hein, on peut passer par des porines, hein, donc on avait vu que c'était des espèces de canaux à très large tunnel. Et puis ensuite, pour passer la membrane interne, en fait, on va utiliser un transport actif secondaire. Donc, sur la diapositive 23, j'ai mis un petit rond vert, hein, pour garder mon code couleur. Hein, vous rappelez que les transports passifs facilités, je les mettais en bleu, les transports actifs secondaires en vert et les transports actifs primaires en rouge. Donc là, on voit bien qu'on va faire rentrer du coup le pyruvate et en même temps, pour cela, on va faire rentrer en fait des ions H+, donc des protons, hein, dans le sens de leur gradient de protons. Hein, donc, en fin de compte, on utilise la force protomotrice qui avait été créée, hein, au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, des protons vont influer dans la matrice, hein, vont aller depuis l'espace intermembranaire jusqu'à la matrice en suivant leur gradient. Ça va libérer du coup de l'énergie pour justement faire rentrer du coup le pyruvate contre son gradient. Donc là, on utilise un transport actif secondaire. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entrée des pyruvates dans la matrice de la mitochondrie? Donc, ce symporteur, hein, ce transport actif secondaire qu'on dit symporteur puisque les deux molécules vont dans le même sens, hein, ce serait antiporteur si ça irait dans le sens opposé, et vous allez devoir le rajouter, vous allez devoir modifier un peu, hein, ou refaire ce schéma et rajouter en fait cette connaissance, hein, cette notion-là. Alors, j'obtiens du coup, le pyruvate est rentré. Et à ce moment-là, il va être transformé en acétylcoenzyme A par un gros complexe enzymatique. C'est ma diapositive numéro 30. Donc, c'est ce qu'on appelle le complexe pyruvate déshydrogénase. En fait, c'est un ensemble formé de 3 types d'enzymes. Donc là, j'ai fait une simplification en réalité parce que j'ai mis une enzyme 1 associée à une enzyme 2 associée à une enzyme 3. Mais en réalité, ce gros complexe, il a plusieurs fois l'enzyme 1, plusieurs fois l'enzyme 2 et plusieurs fois l'enzyme 3. Les noms qui sont notés en tout petit, hein, pyruvate déshydrogénase, dihydrolipoïl transacétylase et dihydrolipoïl déshydrogénase, c'est pas du tout à retenir. Donc, vous retenez simplement enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3. Et on voit, regardez les réactions. Et le pyruvate va d'abord subir une décarboxylation, hein, donc du coup on va perdre du CO2, et ce pyruvate, je vous rappelle que c'est un composé qui a 3 carbones, puisque d'un glucose qui a 6 carbones, la glycolyse donne 2 pyruvates qui ont 3 carbones chacun. Du coup, là j'enlève un CO2, donc ça veut dire qu'il va me rester un composé en C2, hein, ce que j'ai appelé le résidu en carbone en C2, hein, donc à 2 carbones. Et ce résidu, il va ensuite subir, en fait, il va permettre de produire, de former de l'acétylcoenzyme A. Donc, on voit bien qu'à l'étape 2, alors cette deuxième étape, elle est catalysée par l'enzyme 2. Hein, le coenzyme A va être va être un coenzyme, hein, va être un réactif, et le résidu en C1 et en C2, et ces 2 carbones vont être associés du coup au coenzyme A et on va former du coup de l'acétylcoenzyme A. La dernière réaction, c'est une réaction de réduction où le NAD+ et du coup va donner du NADHH+. Donc si on a une réduction, c'est forcément que tout ce processus est une oxydation. Hein, donc on voit bien que le nom, on comprend le nom, décarboxylation oxydative. Décarboxylation, ça veut dire qu'on enlève du CO2, et oxydative, ça veut dire que on fait une oxydation qui est couplée forcément à une réduction de coenzyme. Hein, là, le NAD+ passe sous forme réduite NADHH+. Donc, si je reviens à la diapositive 28, je vois bien que j'ai ajouté sur le coenzyme A 2 carbones. Et en fait, j'ai rajouté ce groupement CH3CO, d'accord, que j'ai ajouté du coup sur la fonction thiol de la
du coenzyme A. Hein. J'ai fait en fait une thioestérification et j'ai créé du coup une liaison thioester. Hein. Donc, je vois bien qu'en termes de bilan de carbone, ça marche, puisque le pyruvate était à 3 carbones. J'élimine un carbone par le CO2, il m'en reste 2, et j'additionne ces 2 carbones sur le coenzyme A pour donner du coup l'acétylcoenzyme A. Donc, finalement, mon bilan, si je prends mon bilan pour ma décarboxylation oxydative, et ben, du coup, un pyruvate plus un coenzyme A, hein, plus du NAD+, va nous donner du coup du CO2, de l'acétylcoenzyme A et du NADH+. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai formé une liaison thioester qui est à haut potentiel d'hydrolyse et d'ailleurs qui libère plus d'énergie que nécessite la formation de la liaison phosphoanhydride de l'ATP. Je vous ai mis le petit diagramme dans la diapositive 30 pour montrer justement la quantification, enfin le haut potentiel d'hydrolyse de ces deux liaisons. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décarboxylation oxydative? On forme de nouveau du Ça va? Très bien. Alors, ici, ici, je vois bien que la réaction, je suis toujours à la diapositive 30, la réaction, elle me produit pas d'ATP directement. Par contre, j'ai produit un NADH+. Donc, ça veut dire que ce NADH+, quand il pourra être réoxydé au niveau de la chaîne respiratoire, donner lieu à la translocation de 10 protons et l'ATP synthase permettra de synthétiser finalement 3 ATP. Donc, cette décarboxylation oxydative, elle ne régénère pas d'ATP directement, mais indirectement par la chaîne respiratoire, elle me permet de de régénérer 3 molécules d'ATP. Alors, quand on fera le bilan total à la fin, vous verrez, aujourd'hui, vous aurez le bilan total de toutes ces réactions. Il ne faut pas oublier qu'un glucose donne 2 pyruvates, donc des décarboxylations oxydatives, on en fera 2. Donc, on aura bien 2 NADH+, et donc, au total, ce ne sera pas 3 ATP, mais 6 ATP. Alors, dernière voie pour aujourd'hui, c'est la voie de la bêta-oxydation. Donc, je suis à la diapositive 31. Donc, la bêta-oxydation, si vous voyez bien, j'ai un peu modifié la diapositive, le schéma. Notamment, je vois bien que ce qui est à l'extérieur de la mitochondrie, c'est des acides gras. Et ce qui va rentrer, une fois qu'on sera à l'intérieur, ce qui s'engagera dans la bêta-oxydation, ce sera en fait de l'acylcoenzyme A. Et on voit, j'ai mis 2 petites patates bleues là, qui sont en réalité, on va voir, ça représente l'entrée finalement de cet acylcoenzyme A. Alors la bêta-oxydation, si vous regardez le schéma de la diapositive 31, elle est représentée par une hélice. On l'appelle aussi l'hélice de Linen. Et si on regarde ce schéma de 31, on voit bien qu'elle produit aussi de l'acétylcoenzyme A et elle produit aussi des coenzymes d'oxydoréduction réduits, puisqu'on a du NADH+, mais on a aussi du FADH2. Alors, diapositive 32, la première étape, en fait, c'est une activation de l'acide gras. Ça se fait avant du coup la bêta-oxydation, c'est une étape préalable. Donc on voit la réaction, diapositive 32, l'acide gras à 2 N-carbone. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre. Par exemple, je vais prendre l'acide palmitique qui a 16 carbones, donc 2 N carbone, donc ça fait 2 fois 8, autrement dit 16 carbones. Plus du coenzyme A va donner du coup de l'acylcoenzyme A. J'ai laissé CoA, mais ça veut dire coenzyme A. Et tout ça, ça se fait par l'hydrolyse de l'ATP. D'ailleurs, on hydrolyse la première liaison phosphoanhydride et non pas la deuxième, puisqu'on obtient de l'AMP et du PPI. Voilà, du coup, la première étape. Donc, par exemple, si je prends l'acide palmitique, qui est un acide gras classique à 16 carbone, j'obtiendrai un acylcoenzyme A avec un groupement acyl à 16 carbone. Je suis dans le cytosol. Il faut ensuite que je fasse passer du coup cet acylcoenzyme A au niveau du coup de la matrice de la mitochondrie. Pour cela, je vais utiliser en fin de compte le système en fait
carnitine. Alors celui-là, en fait, vous n'avez pas à le savoir, donc simplement vous regardez la diapositive et vous essayez de comprendre comment ça marche, mais vous ne le mémorisez pas. Hein. Donc je vous ai mis simplement une petite phrase dans le cours, je crois, en disant il me semble que voilà, on utilisait la navette carnitine. En fait, cette navette, c'est assez simple. On a une enzyme en fait qui est incluse, qui est intégrée dans la membrane externe de la mitochondrie. Hein, donc c'est à gauche sur la diapositive 33, ce qui s'appelle carnitine acyltransférase 1. En fait, à partir d'une molécule qui s'appelle la carnitine, elle et à partir de l'acide coenzyma, elle fabrique de l'acylcarnitine et du coup on libère le coenzyme A. En fait, la carnitine, c'est une molécule qui est beaucoup plus soluble en fait que le coenzyme A. Donc le groupement acyle finalement est solubilisé. Il passe, on voit par le haut, par une porine et il va ensuite passer dans la matrice par une perméase, donc un transport passif facilité. La porine est aussi un transport passif facilité, hein, c'est un canal. Et perméase, on sait que c'est du transport passif facilité comme les glutes. Une fois qu'il est rendu dans la matrice, cette acylcarnitine, eh ben on fait la réaction inverse avec le coenzyme A. Eh ben on reforme de l'acylcoenzyme A et on libère la carnitine. Hein, donc là, c'est catalysé par une deuxième enzyme, la carnitine acyltransférase 2, qui catalyse la réaction inverse. La carnitine va rejoindre du coup le cytosol par la perméase, puis repasser par une porine. Hein. Et on recommence. Et ainsi, on a transféré du coup l'acylcoenzyme A qui était dans le cytosol, il est transféré du coup dans la matrice. Et il va pouvoir s'engager dans la bêta-oxydation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette navette carnitine? Donc, bon, voilà, juste à comprendre, pas à mémoriser. Alors là, par contre, à mémoriser, hein, la bêta-oxydation, un tour de bêta-oxydation. Donc, je vous ai dit que c'était une hélice, qu'il va y avoir différents tours. Donc, je vous ai pris un exemple. Exemple, l'acide palmitique à 16 carbone. Et ben, 16 carbone, on voit bien que là, j'ai l'étape de la pré-étape, hein, l'étape préalable de l'activation de l'acide gras, c'est ce que j'ai noté en 0. Et là, on voit bien que l'acide coenzyme A, ben, il va s'engager dans la bêta-oxydation. Et à chaque cycle, on aura 4 réactions qui vont se répéter. La première étape, c'est une réaction d'oxydoréduction. On voit que on réduit du FAD en FADH2. La deuxième étape, c'est une réaction d'hydratation. Ça, vous pouvez l'oublier, c'est pas très important pour nous parce qu'on n'en fera pas grand-chose. La troisième étape, c'est encore de nouveau une oxydoréduction. Donc, le NAD+ est réduit en NADH+. Et la dernière étape, eh ben, c'est un transfert d'un groupement acétyl. En fait, on a un coenzyme A qui vient, qui était du coup dans la mitochondrie, hein, et qui vient récupérer du coup un groupement de 2 carbones, hein, donc un groupement acétyl, et forme du coup de l'acétylcoenzyme A. Donc, ce groupement acétyl, il a été piqué à qui? Ben, il a été piqué en fait au groupement acyle. Donc, si au départ, mon groupement acyle, il était à 16 carbones, donc ici, à l'entrée du premier tour, et ben à la fin du deuxième tour, il est à 2n-2, donc il est en fait, enfin 2 facteur n-1, donc il est plus qu'à 14 carbone. Et mes 2 carbones, ils sont passés où? Ils sont passés là au niveau du groupement acétyl. Est-ce que ça c'est compris pour un tour de bêta-oxydation? Alors, si je suis à 14 carbone, ben, je peux encore faire un tour, donc je peux encore refaire exactement les mêmes. Et ça veut dire que de 14, à la fin du deuxième tour, j'en aurai plus que 12. Et je vais libérer du coup un nouvel acétylcoenzyme A. Et pour 12, je peux encore continuer. Et à la fin du troisième tour, j'aurai du coup plus que 10 carbones au niveau du groupement acétyl et j'aurai libéré un troisième acétylcoenzyme A. Et ainsi de suite. Et quand je vais arriver du coup au 7e tour, ce qui va s'engager du coup au niveau de mon cycle, ce sera du coup un acyle simplement à 4 carbones. Et à la fin, je vais libérer du coup un acétylcoenzyme A ici. Et ici, en fin de compte, comme il n'y aura plus que 2 carbones, l'acyle sera devenu
acétyl-coenzyme A. Donc, à la fin, je vais libérer, au total, je vais libérer finalement 8. Si j'avais 16 carbones sur l'acide gras, je vais libérer du coup 8 acétyl-coenzyme A. Et j'aurais fait 7 tours. Donc, 7 FADH2 et N et 7 NADH H+. Par contre, il n'y aura eu qu'un seul ATP qui aura été consommé pour l'activation préalable. Donc, si je fais mon bilan, mon bilan, effectivement, si je prends un groupement acyl qui a du coup 2 N carbone, il va me falloir N-1 FAD. Alors, par exemple, si je prends, par exemple, l'acide palmitique qui a 16 carbones, il va me falloir 7 FAD, donc N-1. N-1 NAD+, donc 7 aussi, et N-1 coenzyme A, et puis N-1 H2O, donc 7 aussi coenzyme A et 7 H2O, et ça va me donner en N-acétylcoenzyme A, donc pour l'acide palmitique, ça en donnerait, qui a 16 carbones, ça en donnerait 8, 7 FADH2, N-1, et 7 NADH+, N-1 aussi. D'accord? Et donc, du coup, après, j'ai ici consommé un ATP. J'ai pas régénéré d'ATP directement, mais par contre, mes coenzymes NADH et NADH+, et FADH2 vont pouvoir aller à la chaîne respiratoire et permettre la translocation de protons et ensuite faire fonctionner l'ATP synthase. Alors, si j'ai N-1 FADH2, comme un FADH2 permet de transloquer 6 protons, et comme il me faut 3 protons qui refluent par l'ATP synthase pour régénérer un ATP, ça me fait du coup, avec un FADH2, je peux faire 2 ATP, régénérer 2 ATP. Donc, N-1 FADH2, je vais faire du coup 2N-2 ATP régénérés, avec les N-1 FADH2 réoxydés par la chaîne respiratoire. Le NADH+, lui, il permet de fabriquer, de régénérer un ATP, 3 ATP, excusez-moi. Donc là, si on a N-1 NADH+, produit par la bêta-oxydation, on pourra régénérer 3N-3 ATP via du coup la réoxydation de ces N-1 NADH+ sur la chaîne respiratoire. Et puis, il faut tenir compte de l'activation préalable qui a consommé un ATP. Donc, au total, ça nous fera du 5N-6 et non pas -5, puisque j'en enlève un pour cette pré-étape, cette étape préalable d'activation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez très bien, en fait, au lieu de… Là, j'ai laissé la diapositive de façon générale avec les 2 N, etc. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre justement l'exemple qu'on utilisera, c'est cet acide palmitique qui a 16 carbones. Comme ça, au lieu de mettre acide gras, vous pouvez mettre acide palmitique, par exemple. Comme on a mis tout à l'heure, nous, on a utilisé le glucose pour la glycolyse et puis ensuite le pyruvate, donc on a mis des noms. Et vous pouvez prendre, par exemple, cet acide palmitique à 16 carbones qui est un acide gras très courant. Et au lieu de se trimballer les 2 N, vous mettez les chiffres, d'accord? Donc, si l'acide palmitique est à 7 carbones, l'acide coenzyme A sera aussi à 16 carbones. Et à la fin du premier tour, vous obtiendrez un acide coenzyme A à plus que 14 carbones, puisqu'on aura libéré du coup un acétylcoenzyme A. Est-ce que vous avez compris? Alors, aujourd'hui, du coup, vous avez la suite. Vous voyez bien que là, si je reprends le schéma de la mitochondrie, je vois bien que la glycolyse, donc je suis à la diapositive 31, la glycolyse plus la décarboxylation oxydative m'a fabriqué de l'acétylcoenzyme A. Et la bêta-oxydation des acides gras m'a fabriqué aussi de l'acétylcoenzyme A. Donc, on voit bien qu'on a deux séries de voies là qui convergent vers le même produit final, l'acétylcoenzyme A. Et cet acétylcoenzyme A, il va ensuite rentrer dans le cycle de Krebs, qui est du coup l'objet d'étude aujourd'hui. Donc, vous allez avoir à étudier le cycle de Krebs. Vous allez voir que c'est simple parce qu'on va retenir aucune
des étapes. En fait, on va simplement retenir ce qui rentre et ce qui sort et qui est important pour faire un bilan énergétique. Et ensuite, vous allez avoir une petite partie sur justement sur le bilan total. Donc, vous allez voir, il y a deux petits paragraphes très courts qui vous montrent combien d'ATP je peux faire à partir d'un glucose et combien d'ATP je peux faire à partir d'un acide gras comme l'acide palmitique à 16 carbone. Et puis, dans un troisième temps, vous aurez quelques phrases sur le catabolisme oxydatif des protides, des acides aminés. Là, on voit bien que on a fait la glycolyse, c'est du glucose, donc c'est bien un nutriment glucidique, un ose. Les acides gras, ce sont bien des nutriments lipidiques qui sont engagés. Et ben, il nous reste à voir la dégradation, le catabolisme oxydatif des nutriments protidiques, autrement dit des acides aminés. Vous allez voir, je vous ai mis quelques petites phrases. On a juste à savoir l'idée principale, mais pas de réaction, pas de voie détaillée. Et tout à la fin, vous avez en fait une grande conclusion sur tout ce grand tas, et vous avez un grand schéma bilan à reprendre. Et c'est important, là, ça va être vraiment le travail d'aujourd'hui, de se poser sur ce schéma bilan et de se dire, est-ce que j'ai bien tout compris ces liens? Est-ce que j'ai bien, je sais ce qu'il y a derrière chacune des flèches? Est-ce que vous avez compris? Oui, pas de questions? Alors, une petite dernière chose, je vous ai mis, alors si vous avez le temps, j'aimerais bien que vous regardiez les deux petits tableaux que j'ai postés sur le forum, sur notre forum où on pose des questions. En fait, j'ai donné la même colle à deux groupes et ils m'ont produit deux tableaux qui sont différents. Alors, les deux tableaux sont déjà d'une très, très bonne qualité. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais moi, je vous propose là, justement de critiquer, donc à la fois de soulever des points positifs et des points négatifs pour ces deux tableaux. Donc, je les ai numérotés, tableau 1 et tableau 2, et vous pouvez discuter justement sur la problématique, sur le plan, sur l'illustration, sur les légendes, sur la mise en page. Et à la fin de la journée, on pourra peut-être dire si ces deux tableaux sont ex aequo, ou s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. D'accord? Je vous, du coup, dis… Est-ce qu'il y a des questions au passage? Non. Et donc, du coup, si vous n'avez pas vu mon post, mais pour la biologie,